Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré hier à sa résidence le président du Conseil économique et social du Gabon, venu représenter le chef de l'État gabonais à la conférence internationale sur l'émergence qui vient de se tenir à Abidjan. Les échanges ont porté sur la conférence et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et le pont de Jacquesville va être inauguré ce samedi par le président de la République. Ce pont va mettre fin aux souffrances des populations qui ont subi pendant toutes ces années l'enclavement. Après son inauguration, le bac ne sera plus qu'un lointain souvenir. Il cédera la place au pont de Jacquesville, dont les caractéristiques nous sont présentées par Sidonie Davila. Les travaux du chantier du pont de Jacquesville ont débuté en août 2009. C'est un pont classique, long de 608 mètres. Il offre 2 fois une voie circulable avec 2 trottoirs. Situé à 25 km de la ville de Jacquesville, cet ouvrage d'art comporte 17 appuis dont 13 sont réalisés sur la lagune. Sur chaque appui, il y a 3 éléments que nous avons forés pour aller rencontrer le bon sol. Et entre chaque appui, il y a ce qu'on appelle les travées. Et chaque travée est constituée de poutres. Et à l'intérieur de chaque poutre, on a des câbles de précontrainte qui permettent effectivement à ces poutres-là de résister. On l'appelle pont en béton précontraint. Le projet réalisé par une entreprise égyptienne aura coûté 22 milliards de francs CFA. Il bénéficie du concours financier de l'État de Côte d'Ivoire et de ses partenaires, notamment la Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, et du fonds de l'OPEP, OFID. Ce pont, dont la livraison est prévue ce samedi, est à péage. Autorités et habitants se préparent à accueillir ce joyau dans l'allégresse. Depuis que je suis petit, donc, ils n'ont pas la fête de pont là. Maintenant, aujourd'hui, c'est venu, donc on est heureux de ça. Les populations l'attendent depuis longtemps. Tout le monde se prépare à cette mutation. C'est une joie immense qui anime toutes les populations et elles seront mobilisées à aller réserver un accueil au président de la République et lui dire merci pour cette action. Ce sont 300 personnes, expatriés et nationaux, qui ont travaillé nuit et jour pour faire aboutir le projet. Sa réalisation entre dans le cadre de la politique globale de la Côte d'Ivoire relative au développement de ses infrastructures. Et sachez que le pont de Jacquesville va être inauguré aujourd'hui et ce n'est pas un pont à péage. Et pour parvenir à construire le pont de Jacquesville, il aurait fallu l'intervention des fils de la ville, notamment les autorités traditionnelles qui ont bien voulu consulter les mânes. Une solution qui relève pratiquement de l'irrationnel. C'est un véritable mystère qui entoure la réalisation de cette infrastructure. Gabriel Zani nous raconte l'histoire cachée du pont. Sol ferme introuvable sous l'eau, formule mathématique juste, mais résultat faux. Que de difficultés pour poser les pieux du pont de Jacquesville. Tu as pratiquement fini le forage, au moins tu es prêt à passer à la phase d'exécution, tu as un éboulement. Tout ça, franchement, à un moment donné, ça a mis un doute dans la tête de tous les travailleurs ici. Une situation qui a fait douter les experts commis à l'exécution du projet. Des experts pourtant bien habitués à ce genre d'exercice. Arabe Contractor et l'agence de gestion des routes se rendent à l'évidence. Toutes les connaissances ne sont pas livresques. Ils décident de s'en remettre aux sages de la région. Nous avons rencontré les chefs de village et de terre de Grand-Jacques. Nous avons même dit que peut-être que ceux qui ont été commis pour faire le pont n'étaient pas trop à la hauteur. Mais finalement, les autorités ont insisté pour nous dire que ça ne va vraiment pas. Les initiés, à leur tour, décident d'interroger les mânes dans la forêt sacrée. Nous sommes retirés de cette forêt-là et il a été conseillé que nous repartions au pont pour cimenter l'endroit et que les techniciens qui sont venus puissent travailler. Le ciment en question, ce sont des poignées de terre prélevées dans les villages d'Abrebi, d'Avavridi et de la forêt sacrée de Grand-Jacques, loin des regards indiscrets. Nous avons mis tout ensemble et nous sommes allés au lieu indiqué avec les personnes ressources. Et pour accomplir la mission, il a fallu faire appel à la grande loge traditionnelle des villages mythiques de la région. Toupro Timothée, chef de terre de Grand-Jacques que voici, fait partie de ceux qui ont convaincu les génies des eaux. La suite des événements
On la connaît, le pont de Jacquesville est achevé et prêt à être livré. Il est le fruit de 2 expertises, une moderne et l'autre traditionnelle. Et le pont va garantir l'ouverture sur le monde extérieur aux Jacquesvillois et permettre à Jacquesville de se développer. L'enclavement ne sera plus à l'ordre du jour, tout comme il ne faudra plus attendre des heures avant d'emprunter le bac, ce moyen de transport longtemps utilisé par les populations. Quelle est l'histoire du bac et que va-t-il devenir maintenant que le pont sera opérationnel? Sidonie Davila nous donne des éléments de réponse. Entré en service en 1968 à la suite du creuset du canal de Vridy, le bac, devenu depuis lors le seul moyen d'accès à Jacquesville, est en service depuis 47 ans. Cela fait 564 mois que le bac sert de pont aux populations des 3A, à Layan, à Izi, à Kouri. Sur les 3 mis en service, il ne reste plus qu'un seul en activité. Une situation qui provoque de nombreux désagréments, longue attente, cafouillage, embouteillage, échauffourée, colère, tension entre passagers. La traversée avec le bac n'a pas toujours été aisée. Des habitués se souviennent encore des moments de frayeur vécus sur le bac. L'eau nous emportait, on était vraiment dans l'angoisse. Et puis, au fur et à mesure, les responsables nous disaient de se calmer, on se calmait. Et puis, comme ça, quand nous sommes arrivés à la rive. Son gestionnaire se veut formel. Le bac a connu certes des difficultés, mais il ne peut avoir chaviré. Le bac va à la dérive. C'est un engin qui a 2 moteurs. Les 2 moteurs font 160 chevaux par moteur. Donc imaginez que les 2 moteurs sont en panne et puis vous êtes sur l'eau. Donc quand le courant d'eau entraîne le bac, le temps que l'encre jetée dans l'eau puisse l'arrêter, souvent ça effraie les gens. Le bac ne chavire jamais. Ils sont nombreux les passagers impatients d'emprunter la nouvelle voie qui s'offre à eux, le pont. Nous serons obligés d'utiliser les nouveaux outils, les outils du développement. C'est pour ça que nous allons partir vers le pont et oublier le bac. Le bac, longtemps resté le principal moyen pour traverser la lagune, se verra bientôt abandonné au profit du pont. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la mairie qui perd un tiers de son budget, soit environ 50 millions de francs CFA par an. Aujourd'hui, avec la construction du pont, les autorités réservent au bac un autre destin. Après la livraison du pont, le bac ira à Grand Laou et celui de Grand Laou ira à Eloka. Depuis 17 ans, Sindou Bamba travaille sur le bac. Il ne regrette pas d'être muté. Il est plutôt fier d'avoir servi le département. Après nous, il n'y aura plus de bac. Déjà, ça, on aura marqué d'une pierre blanche notre passage à Jacquesville. En attendant sa nouvelle affectation, le bac, lui, continue d'accoster au quai de Nguem, le premier village du département de Jacquesville, en provenance d'Abidjan. Il en sera ainsi jusqu'à ce samedi 21 mars, jour de l'inauguration du pont. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique vient de refermer ses portes dans la capitale économique ivoirienne. La rencontre s'est soldée par la déclaration d'Abidjan, une sorte de guide pour accéder à l'émergence. Adama Kone. 3 jours de réflexion pour tracer les contours de l'émergence du continent africain. La conférence internationale sur l'émergence a pris fin ce vendredi 20 mars dans la capitale économique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara a eu une idée géniale de faire tenir donc une telle réunion ici à Abidjan, en conviant donc ses pairs à participer à une telle rencontre. Et aussi les experts venus de tous les continents, de manière à permettre donc d'avoir une expérience internationale sur le dossier de l'émergence. Moi, je retiens donc cette convivialité et disons que cette rencontre des matières grises ici à Abidjan. Les résultats des travaux consignés dans la déclaration d'Abidjan. Une déclaration qui marque 3 arrêts dans la marche vers une économie émergente du continent. Ce sont l'intervention de l'État pour créer les conditions, réguler et sécuriser les affaires, la transformation structurelle des économies pour une industrialisation intelligente et la valorisation des ressources humaines. 3 repères qui, mis en musique, doivent donner un contenu concret au concept de l'émergence pour les populations. L'émergence, c'est d'abord des éléments concrets qui sont derrière. C'est d'abord donc le développement, pas seulement économique, mais social et humain. Permettre donc à jeunes d'avoir des emplois, permettre aux femmes donc de se développer, permettre donc
d'aller de l'avant avec des hôpitaux, des centres, disons que d'éducation, d'excellence. C'est d'abord ça qui est derrière l'élément non fondamental. Permettre aux paysans d'être bien rémunérés et aller vers une meilleure transformation industrielle donc, de nos pays. Pour donner du relief à la déclaration d'Abidjan, les experts ont fait 3 recommandations. La mise sur pied d'un centre de veille stratégique, l'organisation d'un forum sur les bonnes pratiques tous les 2 ans et la mise en place d'un comité de haut niveau comprenant la Côte d'Ivoire, l'Union africaine, le PNUD, la BAD et les communautés économiques régionales. La Côte d'Ivoire, elle, entend parvenir à l'émergence en 2020. L'histoire retiendra que ce sont 300 experts et hautes personnalités politiques qui ont pris part à cette première conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, au bord de la lagune Ébrié. Les relations de coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire étaient au centre d'une intervention de l'ambassadeur américain dans le pays. Thérèse McCauley a mis en avant les actions des États-Unis pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. Grace Kondo. La coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'État américain est au beau fixe. Au cours d'une rencontre, son Excellence McCauley Terrence, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a fait un tour d'horizon des actions menées en vue de soutenir le gouvernement ivoirien. Il s'agit notamment des progrès réalisés en matière d'investissement, de réformes sécuritaires et de santé. Pour l'année 2015, d'autres projets sont annoncés. L'élection présidentielle est très importante pour les États-Unis et pour la Côte d'Ivoire. Souhaitons que ce processus électoral ait lieu dans la transparence, la crédibilité et la paix. Autre priorité, bien sûr, c'est accroître nos échanges commerciaux, travailler avec le gouvernement ivoirien, le secteur privé et la société civile sur l'élaboration du programme Threshold du Millennium Challenge Corporation et renforcer les institutions de bonne gouvernance. Toujours en matière d'appui à la Côte d'Ivoire, le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain avait octroyé des bourses à plus de 100 Ivoiriens dans différents domaines. La formation a porté sur plusieurs thématiques, mais c'était pour apprendre à résoudre les conflits dans toutes les situations, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la communauté, même au niveau de la justice. Son Excellence McCauley Terrence a encouragé ses anciens boursiers à travailler en réseau et à partager leurs expériences. 274 millions de personnes réparties sur les 5 continents parlent le français. À l'occasion de la célébration hier 20 mars de la Journée internationale de la francophonie, une semaine est consacrée à la langue française. En Côte d'Ivoire, le thème de cette journée, Femmes, jeunes et francophonie, Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement, est expliqué aux populations au cours de la cérémonie officielle. On en parle avec Franck Quadio. Cérémonie colorée que cette journée solennelle marquant ce 20 mars, date consacrée à la francophonie partout dans le monde. L'esplanade du district d'Abidjan aux couleurs francophones, cela n'est pas anodin et pour cause. Le français est la 5e langue la plus parlée au monde. D'ici 2050, les estimations prévoient que 8% des habitants de la planète, soit 700 millions, et 1 habitant sur 13 vont parler cette langue. D'où la nécessité des valeurs de partage prônées par la francophonie, ce qui ramène à la mise en commun de défis. Et justement, le 15e sommet de Dakar en 2014 a consacré sa thématique au sujet. L'ensemble des chefs d'État de l'espace francophone a adopté la stratégie de jeunesse lors du dernier sommet de Dakar, les 29 et 30 novembre 2014, inspirant le thème international « Jeunes, environnement et climat ». Les jeunes, mais aussi les femmes. Une francophonie qui se veut porter vers le développement social, mais aussi source d'investissement. Au niveau national, la francophonie économique est l'angle choisi. La Côte d'Ivoire, qui souscrit entièrement à cette vision, veut promouvoir une économie inclusive qui soit fondée sur la promotion du capital humain, le développement local, la protection du capital. Cérémonie solennelle pour marquer le départ d'une somme d'activités. En bonne place, des ateliers et diverses célébrations du mérite d'entrepreneurs, et cela jusqu'au 28 mars prochain.
De nouveaux agents des douanes ont été présentés officiellement au drapeau. Il s'agit de 1900 ex-combattants ayant déposé les armes en 2013. Ils s'étaient inscrits au processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Michel Nyakadi, Francis Boifo pour le compte-rendu. Ils sont au total 1923 ex-combattants issus du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Ces ex-combattants sont désormais prêts à mobiliser des fonds pour financer le budget de l'État en qualité d'agents des douanes. L'État, avec ses partenaires, ont consenti d'énormes efforts pour que vous soyez ici aujourd'hui. Soyez des citoyens modèles et devenez notre fierté en étant intègres, rigoureux et assidus à la tâche. La promotion sortante a été baptisée colonel-major Issa Koulibaly. Protéger les intérêts du Trésor, veiller au respect de la législation douanière, des règlements douaniers et tout ce qui a trait à la protection de l'économie. C'est ce que nous attendons d'eux. Le gouvernement attend beaucoup de ces 1923 soldats de l'économie ivoirienne, martèle le ministre chargé du budget. Nous comptons tous sur vous. Vous devez également rechercher de façon continue la satisfaction des usagers de vos différents services afin de garantir la performance de notre administration. Cette année, l'objectif de recettes assigné à la Direction générale des douanes s'élève à plus de 1392 milliards de francs CFA. À l'étranger, le Libéria, un des 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola, a annoncé hier avoir découvert à Monrovia un nouveau malade infecté par le virus. Il s'agit du premier cas depuis 1 mois dans le pays où l'épidémie devrait être éradiquée à la mi-avril. Et au Nigeria, une fosse commune contenant une centaine de morts a été découverte dans le nord-est du pays. Elle se situe à Damasak, la localité reprise au groupe islamiste Boko Haram le 9 mars dernier par les armées tchadiennes et nigériennes. Et l'information a été donnée hier par le porte-parole de l'armée tchadienne. Et puis en Syrie, plus de 70 membres des forces du régime ont été tués dans un attentat suicide lors d'une fête kurde. Ces attaques auraient été menées par des djihadistes du groupe État islamique. Et 5 pesticides ont été classés cancérogènes probables ou possibles pour l'homme par l'Agence du cancer de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il s'agit de l'herbicide glyphosate, les insecticides malathion et diazignon et enfin les insecticides tétrachlorvinphos et parathion. Et c'est la fin de cette édition. Je rappelle que le pont de Jacquesville va être inauguré aujourd'hui, samedi 21 mars, par le président de la République. Et ce n'est pas un pont à péage. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.